Je suis Joy Solvant, avocate de formation et DRH de parcours. J'ai cofondé Bleu Samouraï, un cabinet pluridisciplinaire dédié au traitement des alertes professionnelles et de son accompagnement des CSE et salariés. Dans cet épisode, on va s'intéresser très concrètement à ce qui se joue lorsque le rôle des RH est mis à l'épreuve par une alerte professionnelle. Aujourd'hui, les RH sont en première ligne. On attend d'eux qu'ils préviennent, qu'ils sécurisent, qu'ils protègent, qu'ils absorbent de l'attention. Leur indépendance est souvent fragilisée par leur rattachement hiérarchique, par les systèmes de gouvernance ou bien même par la culture d'entreprise. Et lorsqu'un signalement survient, c'est toutes ces tensions qui se cristallisent brutalement, plaçant le RH au cœur du système. Le signalement vient alors interroger directement le rôle des RH dans ces situations. Pour en parler, j'ai voulu une voix qui connaît ces tensions de l'intérieur. Cette voix, c'est celle de Christelle Calipé, ex-DRH de sociétés dans la FinTech, comme Litchi et Mangopé, mais aussi de la société Benebono. Et bien ça tourne et c'est comme vous voulez. Super. Bonjour Christelle, ravie de te recevoir dans ce podcast. Alors peut-être pour commencer, quelques mots pour t'introduire. Bonjour Joy, moi je suis aussi ravie d'être là et merci pour l'invitation. Je suis DRH depuis près de 20 ans maintenant, j'ai un profil assez généraliste, j'ai gravi petit à petit les escaliers des responsabilités et depuis maintenant près de 10 ans je suis DRH dans la Startup Nation, dans le digital. Jusqu'à il y a quelques jours encore, j'étais DRH d'une startup anti-gaspi qui s'appelle Benebono et en parallèle, parce que les RH me passionnent, je suis aussi ce qu'on appelle une slasheuse. Donc, je fais des conférences, mais aussi des activités de DRH à temps partagé. Et je vais m'y consacrer pleinement là, à partir de cette année. Ce qui, moi, me drive, c'est l'engagement. Et du coup, on a cofondé avec d'autres pairs. Donc, Clément qui interviendra, je crois, Clément Lemain qui interviendra avec toi, une communauté qui s'appelle ID Pact. ID Pact, en fait, c'est un collectif dont le but est de venir ancrer des pratiques pour favoriser la diversité et l'inclusion dans la start-up en se partageant en fait ce qu'on fait concrètement en toute transparence, en évoquant aussi nos échecs ou les frictions en fait de déployer l'inclusion en entreprise. Donc voilà. Alors, les signalons révèlent beaucoup l'évolution du rôle des RH au cours de ces dernières années. Et ma première question pour toi, c'est que quand tu regardes finalement un peu en arrière, qu'est-ce qui pour toi a le plus changé dans la perception du rôle, dans les responsabilités données à la fonction RH ? Waouh, vaste question. Parce que si on prend un angle plus macro, on peut dire déjà que la manière dont on travaille, et pas que pour les RH finalement, a changé. On a aujourd'hui des outils digitaux qui ont complètement transformé nos manières de faire. Et les services RH, elles ont adopté ces outils. Je pense aux outils digitaux de SIRH, d'ATS, LMS, TMS, et aussi tous les outils de communication comme Slack, Teams, etc. Donc, je dirais que dans la façon dont on travaille au quotidien, il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'ai 41 ans, donc quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore beaucoup de papiers qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, je dirais déjà pour commencer, voilà, au quotidien, la manière de travailler a beaucoup changé. Sur le rôle des RH, il y a eu beaucoup de choses. Depuis le Covid, en fait, il y a eu vraiment des projecteurs qui ont été braqués sur la fonction RH. Je pense qu'on a démontré la nécessité, en fait, d'être au cœur de l'entreprise, d'être cheville ouvrière de l'entreprise, parce que la crise Covid, elle est venue vraiment refléter la nécessité d'avoir des RH qui œuvrent pour l'entreprise. Donc ça nous a permis, je pense, d'incarner un petit peu plus, de sortir du bois, même si on n'y est encore pas tout à fait, puisque c'est une fonction qui est historiquement plutôt dans la réserve. On disait beaucoup des DRH vivons heureux, vivons cachés. Je pense qu'en fait, et aussi avec l'avènement de médias et aussi de frasques médiatiques. Je pense à des balances ta start-up, je pense à des procès aussi qui ont été très médiatisés, comme celui d'Ubisoft. En fait,
Aujourd'hui, en tant qu'RH, on doit incarner une voix. L'expérience collaborateur et la marque employeur, elle est venue en fait nous outiller de micros. Et ça, je trouve que ça change aussi la façon dont on incarne le rôle. Et pour finir, je dirais qu'il y a une complexification en fait de la fonction RH. Aujourd'hui, on doit être data analyst, on doit être explorateur de l'expérience collaborateur, on doit porter des enjeux RSE de sécurité psychologique, santé mentale, diversité et inclusion. Donc, c'est une fonction qui devient beaucoup plus technique, plus exigeante et aussi du coup plus visible. Exactement. Et justement, tu parlais de complexification. Ce rôle, il est devenu de plus en plus stratégique. Il y a des attentes qui sont beaucoup plus fortes. Comment tu le ressens? Comment tu ressens ces attentes? Déjà, j'ai envie de dire, c'est tant mieux qu'on nous attende au tournant. Ça veut dire aussi, encore une fois, qu'on compte, parce que des services des fonctions dont on n'attendrait rien, finalement, seraient des fonctions dans l'ombre effacées. Il y a une individualisation, je pense aussi, côté salarié, des exigences, et donc, c'est normal que tout cela émerge. Je pense aujourd'hui qu'on est aussi plus à l'écoute des signaux. Et après, le sujet, c'est de les objectiver et de faire en sorte que ce bruit, qui est très particulier dans la fonction RH, parce que des fois, on a des choses impalpables, on puisse l'objectiver, le rationaliser pour en faire des stratégies. Et à la fois, même si je me réjouis de cette attente et du fait que la fonction RH, elle est devant la scène, il y a parfois des attentes qui sont irréalistes, voire impossibles. On nous demande à la fois de créer de la flexibilité en entreprise, notamment avec le télétravail, mais on aimerait que les gens se voient et un retour au bureau. On nous demande d'être agile, alors que la réglementation pour laquelle qu'on doit respecter, en fait, elle se complexifie. On nous demande d'être humaniste, proche des salariés, et à la fois de garder la bonne distance et la neutralité. Donc tout ça fait que parfois, moi j'ai l'impression que ces attentes sont des injonctions contradictoires avec lesquelles il faut naviguer. Et c'est un jeu d'équilibriste et à tout le moment, j'ai l'impression que on peut tomber, vraiment. C'est hyper intéressant. Moi, c'est ce que je ressens aussi beaucoup. De toute façon, tu le sais, moi je suis avocate de formation et DRH de parcours. Et ce vécu que tu partages, moi je le ressens aussi tellement. Pour rentrer au cœur du sujet, j'ai forcément envie de te poser une question. Est-ce que tu as déjà vécu un signalement, toi, dans ton expérience, qui t'a ébranlé, qui a fait l'effet d'une bombe à retardement? J'ai eu plusieurs situations qui étaient assez particulières à vivre. Je crois que dans le parcours d'un ou d'une DRH, ça fait partie des moments, comme tu dis, qui peuvent ébranler. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'une situation qui vraiment, en plus, a résonné d'autant plus que je l'avais vu venir. Et je crois que c'est souvent le cas, en fait, quand tu es dans les services RH, tu vois des choses, t'es pas forcément écouté. Et quand la bombe explose, on te dit, maintenant, en fait, va falloir nettoyer. Et si tu veux, je peux t'en parler plus en détail. Bien sûr, vas-y. On recrutait un country manager pour une nouvelle géographie. C'était un poste assez capital parce qu'en fait, c'était la personne qui allait développer la stratégie commerciale, mais qui allait aussi être le manager, le référent au pays. Et en recrutant et en interviewant les candidats et les candidates, une des finalistes me paraissait pas avoir les soft skills. Moi, je travaille avec la méthode de l'entretien structuré. Et donc, dans les questions que j'avais posées pour évaluer, clairement, elle remplissait pas le rôle. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir un leader ou une leader qui soit irréprochable sur la capacité à communiquer, l'écoute, qui ait pas d'ego, etc. Et c'est vraiment, pour moi, c'était drapeau rouge, tu vois. Et je l'avais explicité à l'époque au directeur commercial.
On était aussi pris par le temps pour déployer notre stratégie. Et comme toujours, le temps, en fait, a fait le recrutement. Et quelques mois après que la personne a été intégrée, moi, lors de l'onboarding, j'avais déjà, encore une fois, des alertes qui sonnaient de la façon dont elle communiquait. On ouvrait ce pays. Donc, pour les RH, c'était aussi une nouveauté. Côté législation, etc., c'était complexe. Donc, à notre décharge, c'était pas l'onboarding le plus fluide, mais la façon dont elle communiquait son insatisfaction était pas correcte et vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes équipes. Donc, je l'ai remonté encore une fois et on m'a dit, c'est un peu difficile, etc. Et long story short, quelques mois après, on a eu un signalement de son premier collaborateur qu'elle avait embauché qui nous disait qu'il était victime de harcèlement, d'un traitement à caractère dégradant et en même temps qu'il a fait son signalement, il a dit « mais moi je démissionne pour cette raison ». Et donc, la bombe a éclaté. Ouais. Et à la fois, quelque part, je savais que ça allait arriver. Donc, du coup, c'est un peu le... Mais quelle perte de temps. Ouais, voilà, quelle perte de temps. Tu te dis « non, mais en fait, je l'ai vu arriver, c'est arrivé, et maintenant, il va falloir le résoudre. » Donc, c'est ça. Une transaction et une rupture donc on a dû engager en plus des frais avec des avocats, donc rupture assez douloureuse, un salarié qui est parti qu'il faut remplacer et finalement un country manager à trouver. La cata, triple peine, la cata, beaucoup d'argent et de temps gaspillé. Ok, alors cette évolution du rôle RH, elle crée une forme de paradoxe, à mon sens, parce que finalement, encore une fois, on va demander à cette fonction d'être protecteur, d'être rassurant, d'être structurant, et puis surtout, bien sûr, d'être neutre. Ouais. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, cette neutralité ? Parce que derrière le mot neutralité, est-ce qu'il n'y aurait pas le mot d'indépendance ? Qu'est-ce que tu en penses ? Si on définit la neutralité, on peut dire que finalement, ce serait d'être exempt de tout biais, de tout jugement et regarder toute situation qui nous est exposée avec objectivité. Le sujet, c'est que tout être humain fonctionne, le fonctionnement de notre cerveau, c'est d'avoir des lectures et d'avoir des biais cognitifs. C'est la façon dont on décrypte le monde. Donc, quelque part, si on demande à une fonction RH d'être neutre, on la met forcément face à un objectif qui ne me paraît pas tout à fait réaliste. Le second point, c'est qu'on évolue en entreprise et comme toute organisation humaine, elle est faite d'interprétation, de valeurs, de façon de faire. Tout ça, ça imprègne aussi les RH. Donc, je suis pas certaine qu'on puisse demander une neutralité au RH tel qu'on l'entend. Par contre, on peut demander une équité, on peut demander d'avoir des décisions éthiques, on peut demander une conformité, mais à chaque fois qu'il y aura des humains, il n'y aura jamais de situation neutre. Et le dernier point, c'est que quand on est DRH, RRH, gestionnaire RH, peu importe, on est aussi salarié. Et donc, tu parlais d'indépendance. Typiquement, moi, j'interviens maintenant comme DRH indépendante dans des entreprises, j'ai une posture d'externe. Je suis dedans et dehors. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette posture un peu de recommandation, d'auditeur interne, etc. et de venir challenger. Tu vas être plus facilement même écouté. Exactement. Quand tu es salarié interne, en fait, ton boss, c'est aussi le dirigeant de l'entreprise. Donc, est-ce que tu peux tout dire facilement? Est-ce que la peur de perdre sa place ou en tout cas d'être personnellement mise en cause, à un moment donné, elle rentre pas là-dedans? Alors justement, on va y venir, mais peut-être juste une question à aborder avant, c'est que cette question sur la neutralité et l'indépendance, le problème, c'est que ça a beaucoup d'impact sur la défiance en entreprise vis-à-vis des RH. Cette défiance, tu l'as ressentie, toi, à ton niveau justement de DRH ? Oui, la défiance, on la ressent parce que à un moment donné, on doit expliquer des décisions pour lesquelles on n'est peut-être pas tout à fait raccord. La DARES a fait une étude, je crois, en 2022, peut-être je me trompe de date, qui montrait que 61% des salariés ont connu ou connaissent des situations de conflit de valeurs où en fait, ils et elles doivent travailler malgré en fait ce conflit de valeurs. Et ça s'applique aussi pour nous RH. Et donc moi, j'ai été plusieurs fois dans des situations où
En fait, je dois porter une décision, communiquer aux salariés et je suis pas tout à fait en phase. Je pense que quand tu es manager, quand tu es DRH, quand tu es C-level, à un moment donné, il y a le fameux disagree and commit. T'es pas d'accord, mais à un moment donné, quand on a tranché pour une décision, tu l'appliques. Et ces moments-là sont assez difficiles et assez pénibles personnellement parce que finalement, tu viens défendre une position pour laquelle tu n'es pas d'accord. Alors, finalement, au-delà de la neutralité, j'ai envie de dire, le sujet n'est plus seulement ce que le RH voit, mais ce qu'il peut dire ou ne pas dire. Et là, ça va plus loin. C'est-à-dire que tu vas te retrouver aussi dans une situation où est-ce que le RH a la capacité de se mettre en opposition, en contradiction même, avec sa hiérarchie. Parce que forcément, on va le voir, hein, c'est ce sujet des signalements et des alertes professionnelles, ça appelle aussi à des enjeux de pouvoir, à des rapports de pouvoir. Toi, est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation, en désaccord à un moment? Alors, tu as parlé à un moment donné de process de recrutement en amont où tu avais soulevé finalement ton signalement, ton alerte à toi. Là, je te parle de après coup. Oui, je me suis déjà retrouvée en désaccord. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a comment le ou la RH est positionné. Il y a cette question de pour pouvoir s'exprimer, en tout cas, pour pouvoir démontrer un accord, et il faut parler de pair à pair. Et des fois, la fonction RH, elle est positionnée avec un reporting au COO ou au DAF qui n'aide pas. Donc, je pense qu'il y a une histoire de positionnement d'égal à égal. Je pense aussi qu'il y a une question de posture qui se construit. La Christelle, il y a 10 ou 15 ans, elle avait beaucoup moins d'assertivité que je l'ai maintenant, où je peux exprimer mes désaccords jusqu'aux dirigeants. Et je pense que ça dépend aussi de la culture de l'entreprise dans laquelle on est. Je pense qu'en France aussi, on aime beaucoup le débat et le débat d'idées. Et donc, on peut exprimer ce qu'on ressent, mais il y a des fois où on n'est pas en position de le faire parce que, encore une fois, on n'est pas reconnu comme tel et on est vu comme un exécutant. Donc, il y a soi, mais il y a aussi l'organisation, le système dans lequel on évolue qui nous permet ou pas de le faire. Moi, aujourd'hui, je choisis des entreprises où je peux m'exprimer, mais j'ai déjà été dans des positions où je voyais faire des choses, où j'étais contributrice individuelle notamment, et je me disais, mais c'est pas du tout la façon de faire. Je l'ai exprimé à ma DRH à l'époque. Et elle, en fait, elle a choisi quand même la voie du dirigeant. Et en fait, ça a été une cata. Et en fait, tu le vois, tu le vois arriver. Tu dis bon en fait, j'ai pas la prise pour décider de ce qu'on va faire. Moi, j'ai dit à mon manager ce que j'en pensais. En fait, je m'arrête là, tout simplement. Ouais, parce que c'est ce que tu dis. Finalement, tout est une question de mandat. De culture et de gouvernance. Tout à fait. Alors forcément, là je te parle en tant que père, mais moi je le vois beaucoup finalement. Tu disais il y a 10 ans j'étais pas la même, forcément, hein, et c'est normal, c'est une question de maturité aussi et des choix personnels, professionnels, ce que tu veux, comment tu veux agir et comment au contraire, ce que tu décides de ne pas faire. Puis après moi je trouve que finalement, c'est ce que tu disais un peu avant, c'est post-Covid, le métier s'est révélé. Ouais. Il s'est vraiment révélé. Aujourd'hui, plutôt avant, on parlait finalement de la fonction RH un peu comme la 5e roue du carrosse. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu une fonction phare. Et c'est même devenu... C'est illégal. Ouais. Voilà, moi j'ai entendu un peu tout, hein. On l'entend, on fait partie parfois, on assiste aux mêmes conférences, mais tu vois un peu de ce DRH où on l'appelle le bras droit du CEO, même le CO parfois, tu vois, les fonctions se confondent. Et toi, tu le ressens pas, ça, c'est un peu cette évolution-là? Si, franchement, je le ressens. Je pense que historiquement, en fait, la fonction RH avait passé vraiment de gestion du personnel à une fonction beaucoup plus à côté du business et de la création de valeur. Et donc, c'est certainement ce qui explique ça. Mais par contre, j'ai le sentiment que les situations sont très hétérogènes. Il y a des dirigeants qui ont compris en fait qu'une DRH stratégique, elle est game changer.
Et il y en a qui n'ont pas compris et qui font toujours de la fonction RH une fonction de papier. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un méli-mélo de situations très, très, très hétérogènes, même si il en ressort, et notamment grâce au Covid, que de plus en plus, on a voix au chapitre. Ok. Alors, Christelle, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière professionnelle où tu as dû dire non à la direction de façon très affirmative, peu importe les conséquences? Voilà, est-ce que cette parole a été possible? Alors moi, dernièrement chez Benebono, j'étais écoutée et je t'ai reconnue. J'avais la place pour pouvoir m'exprimer. Donc oui, je pouvais exprimer mes désaccords. Il y a plusieurs exemples là qui me viennent en tête. Un premier qui est un écueil plutôt juridique qui va certainement te parler, c'est le renouvellement systématique de la période d'essai. Moi, quand j'ai pris mon poste, c'était une pratique, pas par envie de reconduire les salariés, mais parce que quand tu as une start-up qui se constitue, la masse salariale, c'est son premier coût et chaque salarié qui arrive représente un risque et un poids assez considérable. Tu peux pas te planter. Exactement. Et donc, pour se sécuriser, il y avait cette pratique de renouveler la période d'essai systématiquement, chose à laquelle moi je suis opposée parce que on dilue la responsabilité des managers, parce qu'on ne met pas de cadre et tout simplement parce qu'on respecte pas la loi. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel moi j'ai exprimé mon désaccord, que j'ai proposé une façon de faire, une nouvelle façon de faire, et ça a été adapté et écouté. Et plus récemment, ces derniers mois, Benebono a été en restructuration et donc on a connu un épisode de décroissance qui est assez dur à vivre, où on demandait aux équipes de faire plus avec moins, sans contrepartie. Et à un moment donné, et moi personnellement en tant que salarié, ça m'apparaissait comme injuste et je voyais des gens qui venaient parler à mes équipes et qui étaient frustrés. Et donc ça, à un moment, c'est un sujet que moi j'ai mis sur la table en se disant, on vit une situation dure, économiquement on est fragile, par contre, on peut pas toujours demander plus sans contrepartie quelle qu'elle soit. Et ça, cette reconnaissance, elle est financière et non financière. Et donc, on a créé un projet autour de ça qui était porté par tous les membres du COMEX et avec un plan d'action et avec des choses qu'on a pu mettre en œuvre pour aussi donner de l'oxygène aux équipes. Tu parles de moyens, tu parles de marge de manœuvre. Ma question pour toi, c'est pourquoi tu penses que lors d'un signalement, le positionnement du RH va se retrouver encore plus fragilisé, peut-être même encore plus contesté? Alors, c'est un peu tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous quand ces moments-là arrivent. Et on demande à la fonction RH d'être parfois juge et partie. Et donc, ça, vis-à-vis des salariés, c'est problématique. Parce que, encore une fois, une direction RH, elle œuvre pour sécuriser l'entreprise. Sécuriser l'entreprise, ça ne veut pas dire sécuriser l'individu. Donc déjà, il y a une friction et un doute légitime vis-à-vis du salarié ou des services mis en cause dans ce signalement. Il y a aussi la question de comment on va gérer ce signalement. On parlait d'éthique. On peut avoir envie d'étouffer l'affaire. On a vu, en tout cas, dans des affaires récentes où les DRH, en fait, quelque part, elles acceptaient ce qui se passait, elles le toléraient. Et donc, ce que tu tolères en termes de culture, finalement, c'est ce que tu cautionnes. Donc, après, on peut se demander à quel point, individuellement, le ou la DRH peut inverser la tendance quand tu as un dirigeant, une équipe dirigeante qui commet, par exemple, une faute. Je pense à des situations de harcèlement moral ou sexuel, notamment. Donc, je pense qu'on est remis en cause pour ça, parce qu'on travaille pour une direction, pour la sécurisation de l'entreprise, et parfois, l'individu, le salarié, c'est la variable d'ajustement. Alors, par rapport à ce contexte de défiance et puis aussi de positionnement, tout simplement de la fonction RH, est-ce que tu ne penses pas que parfois il vaut mieux externaliser? Ah oui, je te dis oui direct. Je pense que
quand on n'est pas en capacité de le faire. Et il y a aussi une technicité, chose qu'on n'a pas abordée, Oui. sur, je dirais, l'orchestration des signalements. En tant que DRH, on est généraliste et parfois, c'est un sujet hyper technique et pointu sur lequel on n'est pas outillé. Donc là, l'externalisation, elle peut être clé. Le deuxième point, c'est que si le sujet il est suffisamment grave et on a une obligation de santé et de sécurité, une obligation de résultat vis-à-vis de ça, et qu'on n'est pas en moyen de le faire, externaliser, en fait, te permet d'avoir à côté des personnes qui vont t'accompagner et notamment des conseils, des avocats. C'est à ce moment-là, en fait, que travailler main dans la main permet de se sortir aussi de situations qui sont difficiles, dont on n'a pas les moyens en termes de connaissances et de compétences de pouvoir gérer. Donc, moi, je dis oui à l'externalisation. Alors moi, j'ai envie de rebondir sur ça forcément parce que pour le coup, je suis assez impliquée puisque j'ai un cabinet Bleu Samouraï qui est dédié au traitement des alertes professionnelles. J'ai même envie, au-delà de parler de l'expertise, de la crédibilité. Parce que finalement, la crédibilité, c'est ça le vrai enjeu. Aujourd'hui, cette externalisation, alors on ne peut pas toujours la faire parce que parfois, il y a, et d'ailleurs on le voit, les signalements se démultiplient. Mais il est vrai que cette externalisation va aussi protéger non pas que la fonction RH, mais toutes les parties prenantes. Et puis, il y a cette question aussi de positionnement. Je le dis là, mais je ne le dirai pas forcément à tous les épisodes. Mais vu qu'on parle d'externalisation, nous, au sein de Bleu Samouraï, on a un cabinet qui a plutôt l'habitude d'accompagner les CSE et les salariés. Et c'est tout ce positionnement qui font notre crédibilité. Parce que forcément, si tu es un cabinet conseil toujours au quotidien avec ton entreprise, là, pour le coup, tu vas avoir ton enquête qui risque d'être fortement contestée. Parce que tu vas avoir un vrai problème d'indépendance. Donc, nous, en tout cas, côté Bleu Samouraï, tout ce qu'on voulait faire, c'était justement avoir un positionnement plutôt CSE salarié et traitement des alertes professionnelles pour être dans cette neutralité. La question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, est-ce que tu as été dans une situation où tu as externalisé une enquête ou pas, où tu as voulu le faire et tu n'as pas pu le faire? Alors moi, j'ai jamais été dans une situation où j'ai eu besoin d'externaliser une enquête parce que je l'ai faite moi-même. Par contre, j'avais identifié ce que je te disais, que j'avais pas tous les tenants et les aboutissants et que j'avais pas toutes les compétences. Et donc, du coup, là, j'ai fait appel à un conseil qui m'a accompagnée pour le faire. D'accord. Et le fait aussi qu'on ait un conseil extérieur, c'était un argument de communication près des équipes qui crédibilisait la méthode en disant on fait pas ça dans notre coin et c'est pas une mayonnaise interne, on est accompagné pour faire dans les règles du jeu du droit social. Et donc, tout ce qu'on va faire, on le fait en ayant en tête, encore une fois, les règles du jeu. Et donc ça change aussi, du coup, vis-à-vis des salariés, ce que tu fais. Et ça facilite aussi les choses parce que, notamment, moi, j'avais le sujet, c'était un cas d'un manager harcelant avec des situations où la personne avait été dégradante. Et donc, quand tu dois collecter des éléments de preuve, avec des éléments de témoignage assez précis, etc. Et là, en fait, tu viens de dire, je le fais pour cette raison, voici la démarche légale, etc. Et donc, en fait, les salariés sont au courant de ce que tu es en train de mettre en œuvre. Ouais. Et ça, c'est facilitant. Et c'est important ce que tu dis, parce que finalement, toutes les situations ne sont pas similaires. Et tu as des situations où tu vas vouloir ne pas du tout interférer dans l'enquête, dans les auditions. Et puis d'autres où tu vas, au contraire, vouloir agir en shadow avec ton cabinet conseil. Et ça dépend des situations. Et même si parfois tu as un process qui est clairement établi. Mais c'est ça aussi tout l'enjeu, je pense, du traitement des alertes professionnelles, c'est avoir cette finesse de s'adapter à toutes les situations. Mais tout en étant suffisamment bien accompagné, bien outillé pour pouvoir répondre à ces situations complexes. Tout à fait. Alors, en synthèse, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, ce qui apparaît clairement, c'est que finalement, le positionnement des RH n'est pas du tout évident, pas du tout, loin de là. Et finalement, tout se joue dans leur capacité à être légitime. Oui.
Et la question que j'ai pour toi, Christelle, c'est si tu avais peut-être un message clé à faire passer aux autres DRH, aux CEO, aux dirigeants, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ça serait lequel? Waouh. Je me demande si le meilleur conseil qu'on ne peut pas donner à nos pairs, c'est de s'entourer. Parce que c'est une fonction qui est isolante. On peut avoir un sentiment de solitude. Et le fait de faire partie de communautés, de solliciter des pairs, te permet en fait d'avoir cette vision hélicoptère où tu te dis, ce que je vis, en fait, c'est pas juste moi, c'est pas parce que je suis pas au niveau, etc. En fait, ça fait partie du job. Et quand tu recentres ça, ça change tout. Ça change tout dans la manière dont tu fais les choses. Et aussi, il y a beaucoup d'entraide. Moi, en tout cas, j'ai de la chance. J'ai toujours des pairs DRH quand je vis une situation et ça a devenu un réflexe. Je dis qui l'a vécu. Il y a des groupes Slack qui existent aujourd'hui. On peut aller sur LinkedIn et juste prendre contact. On a la chance d'avoir des beaux podcasts comme le tien et d'autres qui permet en fait d'avoir des personnes visibles, des DRH visibles qui traitent de problématiques, mais en fait se rapprocher en disant j'ai vu que tu as parlé de tel sujet, moi ça a résonné, je vis telle problématique, est-ce que tu as 30 minutes pour en parler? Et en fait ça change tout, donc je dirais ne pas rester seul, c'est essentiel quand on est dans la fonction. Je suis d'accord avec toi et j'ai envie justement d'apporter juste un mot par rapport à ça, c'est que c'est hyper important de ne pas être isolé, tout ce que tu disais, parce que c'est des sujets qui marquent, c'est des sujets qui fragilisent. Ouais. Alors pendant l'enquête, mais même après, bien plus tard. Par exemple, il y a des DRH que j'aurais voulu interviewer dans ce podcast et qui ont suivi l'aventure de près, mais qui n'ont pas osé parce qu'ils ont été marqués par des traitements d'alerte professionnelle. Et c'est encore très douloureux pour eux d'en parler, après des années. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer ce rôle du collectif. Et chaque partie prenante va apporter, on va dire, ses avantages. Donc les pairs à travers un collectif de RH, le conseil, l'expert, rien n'est à négliger. Et si je peux abonder dans ton sens, moi ce que je trouve qui est vital, crucial, vraiment essentiel, c'est de se faire accompagner. Je pense que tous les C-level devraient se faire accompagner, tous les membres d'équipe dirigeante. Et on a besoin en fait de prendre du recul et d'avoir des coachs, des mentors, des facilitateurs qui nous permettent de prendre du recul parce que cette situation-là nous touche aussi profondément, personnellement, dans notre socle de valeurs, dans la façon dont on voit son rôle, et c'est pas anodin. Donc on peut vraiment avoir des blessures. Donc la nécessité de se faire accompagner, elle est vraiment importante. Merci Christelle, merci pour cette intervention. Merci pour l'invitation. Ça va apporter, je crois, beaucoup de clés à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup, c'était un plaisir.